Bonsoir et bienvenue sur le podcast du Curateur de Futur. Il y a environ 2 semaines, les éditions La Fabrique ont publié sur YouTube une vidéo promotionnelle annonçant l'apparition du dernier ouvrage en date de l'économiste et philosophe Frédéric Lordon. Dans cette vidéo, Lordon explique qu'il s'agit de pousser toutes celles et tous ceux qui se disent anticapitalistes à être conséquents et à ne pas se contenter d'être dans une position critique sans savoir, sans dire ou sans assumer le type de société qu'ils ou elles veulent. Ce que moi j'en comprends, c'est que résister au courant sans se donner une direction, sans tracer de nouveaux chemins, c'est s'épuiser, c'est devenir fou et c'est inefficace. Tout du moins, largement insuffisant. Le nom de cette direction souhaitée, pour Frédéric Lordon, c'est communisme. Et ça, c'est nouveau pour lui. On pouvait bien sentir déjà depuis quelques années, en dépit de nombreux doutes sur la pertinence de cette stratégie, une certaine admiration pour les intellectuels qui choisissaient de relever ce mot tellement abîmé. Désormais, Frédéric Lordon décide d'assumer ce mot lui aussi, à une époque où même les représentants du Parti communiste français ne semblent pas l'assumer en tant que projet de société. C'est pas moi qui leur en ferai le reproche, car c'est vraiment pas facile. En effet, ce mot charrie tant d'images à base de goulag et de chapeaux gris qu'il va falloir un gros travail de production iconographique pour qu'il évoque autre chose, et surtout pour qu'il devienne l'objet d'un désir puissant et partagé. C'est aussi à ça que Frédéric Lordon semble vouloir s'atteler ici. Donner des images de ce que le communisme a été dans notre passé, est déjà dans notre présent et pourrait être dans le futur. Il assume donc de reprendre à son compte une partie du travail de Bernard Friot, un autre économiste et penseur de la gauche critique, qui travaille avec son association Réseau Salariat à promouvoir ce qu'on appelle le salaire à vie. Le salaire à vie qui est très différent du revenu universel. Ce salaire à vie, ou salaire à la qualification personnelle, implique de considérer toute personne comme productrice de valeur. Ça implique aussi de découpler la notion de travail de celle d'emploi, et ça permettrait ainsi de libérer chacune et chacun des exigences des marchés qui gouvernent nos sociétés, marché de l'emploi, marché des biens et des services, marché financier, en remplaçant ces institutions centrales par des caisses gérées de manière indépendante, comme lors de la création de la sécurité sociale, et de la manière la plus démocratique et locale possible. Mais on reviendra sur toutes ces choses de manière plus concrète plus tard, car dans cette série de podcasts, il va s'agir de parcourir et commenter le livre de Frédéric Lordon, qui se propose justement de remplacer les épouvantails qui hantent le mot de communisme par des exemples concrets et exaltants de ce que ça a été, en France par exemple, de ce que c'est encore aujourd'hui et de ce que ça pourrait être dans le futur, si on est suffisamment nombreuses et nombreux à imaginer et à arpenter ce chemin. Dans ce premier podcast, je vous propose donc de lire le prologue, qui ne fait que 5 pages, et de le commenter. Concernant la suite de l'ouvrage, je vous proposerai un mélange de résumés et de commentaires, mais ici, et parce qu'il s'agit de se réapproprier l'énergie que Frédéric Lordon veut communiquer, il y aura une partie lecture à la fin du podcast, que vous pourrez sauter si vous le désirez. Figure du communisme, le prologue. Commentaire. En réalité, c'est simple. Nous savons maintenant indubitablement que la manière dont nous avons vécu, la manière capitaliste, mène au désastre général. Par conséquent, nous devons changer entièrement. Ce sont les premiers mots du prologue de Frédéric Lordon dans Figure du communisme, son dernier livre publié aux éditions La Fabrique et paru le 5 mars 2021, il y a 3 jours. Cette première assertion se veut forte et montre bien à qui elle ne s'adresse pas. À celles et ceux qui doutent encore qu'il existe quelque chose comme le capitalisme, qui pensent qu'un capitalisme vert ou humain peut voir le jour, Frédéric Lordon ne s'adresse pas à vous. Par conséquent, ce livre s'adresse à ceux et celles qui se disent à minima anticapitalistes. Mais ce propos introductif montre bien que se dire anticapitaliste ne suffit pas. Douter de la possibilité qu'une autre organisation du monde voit le jour, c'est, de fait, permettre au capitalisme de perdurer. Attendre que le capitalisme s'autodétruise, c'est, de fait, permettre au capitalisme de perdurer. Changer la manière dont nous vivons, ça n'est pas opérer des changements à la marge, c'est changer le tout. Pour Lordon, il s'agit donc de convaincre celles et ceux qui se disent anticapitalistes
d'être conséquents dans leurs mots et dans leurs actes. 1. Le développement humain ou le début de l'histoire. Dans une première partie du prologue, Lordon nous propose de sortir de ce qu'il appelle la préhistoire pour entrer dans l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire de cesser de nous activer dans le but de toujours faire croître le développement matériel, la préhistoire, et de nous concentrer à la place sur le développement humain, l'histoire. Ce faisant, il ne s'inscrit pas dans la logique de la décroissance à proprement parler, qui, bien qu'elle constitue aujourd'hui un véritable acte de résistance, ne se dégage pas réellement de la grammaire capitaliste. En effet, si on ne réoriente pas la structure de la société, tous nos efforts marxistes, écologistes, féministes, antiracistes, etc., continueront à prendre la forme de micro-résistance, de sabotage, d'autodiscipline forcenée quelquefois même. Bref, nous freinerons des quatre fers à la surconsommation, à l'obsolescence programmée, à l'exploitation, à la dérive autoritaire, mais ce sera toujours résister à des courants puissants qui structurent nos sociétés. Ce sera se voir obligé de toujours redoubler d'efforts, plutôt que de profiter des courants majoritaires et de leur puissance propre. Si, au contraire, nous réorientons les lignes de force qui structurent notre société, nous pouvons changer ces courants profonds. Et nous ne serions plus alors des consommateurs engagés ou des militants récalcitrants. Nous pourrions alors vivre nos désirs pleinement et en jouissant de la puissance des désirs collectifs, plutôt qu'en limitant ou combattant nos désirs matériels, sachant la force du désir mimétique à laquelle il faut résister jour après jour. Bref, vivre pleinement plutôt que nous faire violence. Pour Lordon, cela implique donc d'être dans l'action, et il précise que cela veut dire faire barrage à ceux qui veulent continuer à poursuivre leurs désirs préhistoriques, puisque ces désirs nous nuisent et nous empêchent de poursuivre d'autres désirs. Pour entrer dans l'histoire humaine, il faut donc refermer activement la parenthèse préhistorique, car préhistoire et histoire ne sont pas compatibles. Il faut donc identifier et confronter nos adversaires en assumant non seulement notre désir de développement humain, mais aussi ses répercussions logiques. 2. La préservation de la vie. Dans la deuxième partie du prologue, Lordon explique alors quel doit être l'objectif premier. La vie. Je cite, « Pour bien vivre, d'abord, il faut vivre bien. » Ce que je comprends de ce premier objectif, c'est qu'il implique que pour vivre humainement, il faut rompre avec l'opposition homme-nature ou nature-culture. Il faut faire sauter la barrière que nous avons érigée entre nous et la nature. Non seulement car nous en faisons partie, mais parce qu'il s'agit aujourd'hui de trouver une manière de vivre plus symbiotique. C'est-à-dire de vivre en association avec les autres espèces, au lieu de faire reculer tout ce qui n'est pas humain, ou même de penser qu'il est possible de maîtriser l'écosystème Terre en le refaçonnant. Ce faisant, il envoie un bon tacle aux partisans de la géo-ingénierie, entre autres. Dans la même veine, on pensera à la permaculture et à l'ouvrage d'Isabelle Delannoy sur l'économie symbiotique, qui ambitionne de restructurer notre société pour qu'elle régénère au lieu de détruire. Mettre la vie au centre de tout, pour Lordon, c'est aussi ne pas limiter cet objectif au seul secteur professionnel de la santé. Ça implique d'y penser quand on parle d'économie, quand on parle d'industrie, quand on parle d'agriculture, quand on parle d'éducation, etc. Alors que l'objectif marchand est partout aujourd'hui, que ce soit quand on impose au ministère de la Culture de valoriser son patrimoine, quand on apprend aux gens à savoir se vendre sur le marché du travail ou sur les applications de rencontres, l'objectif de la vie doit lui être substitué. Ainsi, l'objectif de la vie deviendra réellement premier. Et par conséquent, les connaissances favorisant le développement de la vie et la santé ne doivent pas être cantonnées aux professionnels de santé ou chercheurs en biologie, ces savoirs doivent être démocratisés. 3. La sécurité matérielle. Dans la partie suivante, Lordon continue de tirer son fil. Après avoir posé le principe du développement humain comme premier, et sa condition première, la préservation de la vie, il en arrive à la deuxième condition, la sécurité matérielle. Ici, on pourrait avoir l'impression que le développement matériel, qui est au cœur de notre préhistoire, revient au galop, comme si on avait fait tous ces efforts pour rien. Mais
En cantonnant le développement matériel à la fonction de sécurité et en le bornant à la réalisation du développement humain, nos futures activités de développement matériel sont a priori fondamentalement différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Toutefois, comme dirait Lordon, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça n'est pas parce que nous ne voulons plus fétichiser la marchandise que des conditions matérielles d'existence ne doivent pas nous importer. Bien au contraire. Car c'est toujours le moyen utilisé par les capitalistes pour contraindre les travailleurs à accepter toutes leurs exigences. Si vous me coûtez trop cher, je m'en vais. Si vous critiquez l'entreprise publiquement, vous serez viré. Si le gouvernement ne passe pas les réformes que je demande, je délocalise. Bref, on appelle ça du chantage. Le plus ignoble dans ce chantage étant que quand un travailleur accepte des conditions de travail indécentes ou de s'activer de manière débile, c'est parce qu'il sait que s'il refuse, il risque le chômage et donc la déchéance matérielle. Peur et inquiétude sont donc des affects clés qui sont très visibles dès que le monde économique est en tension, ce qui est le cas depuis que je suis né, et même avant apparemment, puisque les médias passent leur temps à l'expliquer. De plus, pour utiliser les critères spinozistes chers à Frédéric Lordon, la peur et l'inquiétude sont des affects tristes et passifs. Pour comprendre ce qu'il y a de triste et de passif dans la peur et l'inquiétude, il faut les comparer à des affects joyeux et ou actifs. De manière générale, les affects actifs augmentent et aident notre puissance d'agir. C'est pour cela qu'on dit que la colère est le moins mauvais des affects tristes. Parce que la colère, au moins, nous met dans l'action, au contraire du désespoir, par exemple, un affect triste et passif. À l'opposé, on peut trouver l'espoir, qui, bien qu'étant positif, est un affect passif. L'espoir nous met dans l'attente, l'observation, plutôt que dans l'action. Bref, préférer les affects joyeux et les affects actifs, c'est un moyen de se rendre plus puissant, de se sentir pousser des ailes, tandis que la peur et l'inquiétude, c'est-à-dire le manque de confiance dans l'avenir, nous diminuent. On sait, par exemple, que même sur le plan immunitaire, le stress diminue notre puissance, et donc notre capacité à nous défendre contre des maladies et à préserver notre vie. On sait aussi que l'inquiétude matérielle ne pousse pas particulièrement les couples à faire des enfants. Et on sait également que la peur et le sentiment d'impuissance sont de très mauvaises conseillères sur le plan politique, puisqu'elles ont conduit dans le passé au fascisme. Et puis, de manière très concrète, on voit bien depuis l'année dernière que l'attente passive et la crainte des conséquences de la crise sanitaire nous empêchent de nous projeter, conduisent à la dépression, à l'addiction aux psychotropes, à l'alcool et même jusqu'au suicide. La sécurité matérielle est donc une condition nécessaire à la préservation de la vie et au développement humain. Cela conduit par conséquent à repenser la valeur des contributions productrices de chacun et chacune. Nous l'avons expérimenté lors du premier confinement. Nos sociétés ont été mises à mal, et nous avons bien vu qui faisait tenir les réseaux nécessaires à notre survie. C'est-à-dire les employés de grande distribution, les agriculteurs, les soignants, les conducteurs de transport public, les conducteurs de marchandises, etc. Bref. Quand la préservation de la vie remonte tout en haut de nos préoccupations quotidiennes, on voit bien quelle activité est utile et laquelle est superflue, voire inutile. Comme Friot, Lordon retourne donc le stigmate de parasite contre ceux qui exploitent la productivité de certains et pousse d'autres à s'activer corps et âme pour des bullshit jobs. Lordon tire aussi la conséquence suivante, à savoir que pour garantir la sécurité matérielle de toutes et tous, il faut nécessairement limiter l'accumulation de certains. On a bien vu encore l'année dernière que les existences de nombreuses personnes sont passées en dessous du minimum acceptable, tandis que d'autres ont continué à s'enrichir toujours plus. On ne cesse d'ailleurs de répéter ces dernières semaines que les marchés financiers ne se sont jamais aussi bien portés, au prix de l'augmentation de notre dette publique, alors que des millions de personnes sont passées en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays, et que le ministre des Finances nous a prévenu dès l'été dernier qu'il faudra se serrer la ceinture une fois la crise passée pour payer les dettes contractées lors de la crise sanitaire. Il n'y a qu'en refusant de voir le lien entre ces deux informations qu'on peut nier que poser un minimum implique de peser aussi un maximum. Pour Lordon, la sécurité matérielle est donc non seulement nécessaire au développement humain, mais permet aussi de ne plus avoir à se soumettre au marché du travail et à l'employeur. Si, de surcroît, on met fin à la propriété lucrative des moyens de production,
Cela permet de rendre très difficile l'exploitation de l'humain par le capital. Attention, cela ne veut pas dire la fin de toute propriété privée. Ce n'est pas la propriété privée de sa propre maison ou de sa propre voiture qui permet l'exploitation de l'humain. C'est la propriété privée d'une autoroute, par exemple, qui permet de faire payer indéfiniment toutes celles et tous ceux qui ont besoin de l'emprunter pour se déplacer. C'est la propriété d'applications qui mettent en contact conducteurs et passagers qui permettent à Uber de ponctionner sur le travail des chauffeurs. Voilà ce qu'est, en quelques mots, la propriété lucrative des moyens de production, le véritable nerf de la guerre, un enjeu fondamental de la lutte des classes, dans des sociétés qui ont sacralisé toute forme de propriété privée. Bref, refermons cette parenthèse pour l'instant. On comprend bien que certains biens matériels sont nécessaires, mais il s'agit de toujours définir leur importance en fonction de ce qu'ils servent la préservation de la vie et non pas l'accumulation des richesses. Cet horizon permet de véritablement réévaluer la valeur de tel ou tel bien, de telle ou telle activité productrice. On obtient donc une nouvelle échelle des valeurs qui peut être définie démocratiquement. On se rappelle qu'après le premier pic du Covid, Macron avait dit qu'il faudrait se rappeler de ceux qu'on appelait alors les derniers de cordée et qu'on avait, dans sa grossière métaphore guerrière, envoyés au front. Mais on voit bien aujourd'hui que sans changer la logique d'organisation de la société et les buts qu'elle se donne à poursuivre, ces belles paroles ne sont que des paroles en l'air. 4. Vivre, c'est créer. Dans la dernière partie de son prologue, après avoir posé le principe premier, le développement humain, et ce que cela implique, à savoir la préservation de la vie et la sécurité matérielle, Frédéric Lordon rappelle le but final de cette nouvelle organisation de la société, la vie. Et vivre, ça n'est pas que survivre. Vivre, c'est créer, au sens large. Le développement de la vie, pour Lordon, c'est le développement des puissances créatrices de chacune et chacun. Le sens de la vie, c'est la libre production des mains et de l'esprit. Pour ce faire, il faut que les connaissances, qui sont des moyens de création, soient partagées et le plus largement possible. Et pas seulement par l'école classique. Ce qu'on appelle éducation populaire importe aussi beaucoup. Et la culture de l'éducation doit être développée tant au niveau collectif, dans des associations par exemple, qu'individuel, en fréquentant les bibliothèques municipales par exemple. Cela implique, pour Frédéric Lordon, de repenser aussi la mission des médias, de manière à ce qu'ils permettent à chacun de connaître la vie des autres, la vie de la collectivité, et des autres collectivités. On se rappellera notamment de l'article du Monde diplomatique, il n'y a pas si longtemps, qui proposait une analyse sociologique de France Inter, de ses invités et de son auditorat. Et pour faire court, France Inter, bien qu'étant la première radio généraliste et une radio du service public, n'est faite que par une minorité sociale bourgeoise et ne donne à entendre que cette minorité sociale, comme si elle constituait la totalité du corps social. Nous savons la proportion d'ouvriers, de travailleurs précaires et de chômeurs dans notre pays. Où sont-ils? Où les voyons-nous? Où se voient-ils? N'y a-t-il pas quelque chose de tout à fait violent à ne jamais se voir représenté sur les ondes ou les écrans? Cela ne mène-t-il pas à se sentir nié dans sa propre existence? Bref, j'ai moi aussi des sentiments très complexes vis-à-vis des médias et cela mériterait sa propre série de podcasts. Je terminerai donc le commentaire de ce prologue sur une réaction à la phrase avec laquelle il conclut, et que j'aime beaucoup car je la trouve très évocatrice. Je cite: « La société humaine se jugera elle-même à ses œuvres. » Fermez les guillemets. Aujourd'hui, on évalue la réussite du gouvernement et des entreprises à l'aune du PIB, de la popularité de leur image ou de leur chiffre d'affaires. Mais de très nombreux spécialistes disent depuis longtemps que les indicateurs comme le PIB sont très mauvais. Car pour être tout à fait concret, avoir un accident de voiture plutôt que ne pas en avoir, ça fait croître le PIB. Cela conduit à soigner la personne accidentée, expertiser les dommages, réparer la voiture ou se débarrasser de sa carcasse, et produire et vendre et assurer un nouveau véhicule, etc. Tout plein d'activités qui valorisent le PIB, alors que si l'on prend l'objectif du développement humain, de la préservation de la vie et de la production raisonnée et raisonnable de la sécurité matérielle des individus, un accident est tout sauf une bonne nouvelle. Cet accident a probablement abîmé la vie d'une personne ou plus, mené toute une chaîne de production à utiliser de l'énergie supplémentaire, à utiliser des ressources qu'il a fallu extraire, transformer, etc. Enfin, j'aime beaucoup l'utilisation que Lordon fait du mot « œuvre », car je trouve qu'il charrie tout un univers avec lui. L'ouvrier, le maître d'œuvre, l'ouvrage, l'œuvre d'art, le chef-d'œuvre, on voit bien ce qu'il s'agit de valoriser.
à savoir l'humain et ce qu'il fait, ce qu'il choisit de faire, ce dont il est l'auteur, main et esprit. L'humain tout entier. Ceci marque la fin de mon commentaire du prologue. Si vous voulez écouter le prologue dans son texte original, restez jusqu'à la fin du podcast. Sinon, je vous retrouve au podcast suivant pour un résumé du livre entier. Prologue. En réalité, c'est simple. Nous savons maintenant indubitablement que la manière dont nous avons vécu, la manière capitaliste, mène au désastre général. Par conséquent, nous devons en changer. Entièrement. 1. Il fallait sans doute la catastrophe pour fermer la longue parenthèse de la préhistoire, celle du développement matériel. Le malheur ne sera pas venu pour rien s'il nous fait entrer enfin dans l'histoire, celle du développement humain. La vie commune doit donc être refaite de fond en comble. Les individus qui ont régné pendant la préhistoire continueront d'avoir droit de cité. Nous les regarderons comme des curiosités, apprécierons leur transformation, empêcherons fermement les récalcitrants de nuire, puisque ce que nous devons faire est à l'opposé de ce qu'ils ont si longtemps imposé. Par soi, le plus terrible des réquisitoires. Que les sociétés de la préhistoire aient pu faire du développement des accumulations monétaires leur unique horizon, offre contre elles, par soi, le plus terrible des réquisitoires. Une société humaine hiérarchise ses priorités tout autrement, dans un ordre logique pour la raison, même si, bien sûr, tout est solidaire et, dans la pratique, se donne d'un seul ensemble. 2. Viennent en premier les exigences de la conservation de la vie. Pour bien vivre, il faut d'abord vivre bien. Il s'ensuit que le système général de la santé vient en haut dans l'ordre logique. Par système de la santé, il ne faut pas seulement entendre les institutions du soin médical, mais l'ensemble des pratiques concourant à l'entretien et au bien-être des corps. Ces pratiques supposent la diffusion par l'éducation, le partage des expériences et le temps de s'y adonner. Il suit également que, dans la conservation des vies humaines, il entre décisivement la plus grande considération pour les existences non humaines. Seule la folie de nous croire comme un empire dans un empire a pu nous faire oublier que nous ne sommes pas suffisants et que nous avons besoin des autres. Au minimum d'organiser notre symbiose en leur compagnie. Par conséquent, de vivre intelligemment avec eux. Les formes nouvelles de l'agriculture entrent dans cette intelligence. La médecine, les pratiques du corps, les attentions de la symbiose et l'agriculture sont les institutions de la santé humaine. 3. Pour autant, il n'y a pas de santé possible dans l'inquiétude matérielle. La deuxième priorité logique est celle qui soustrait également les individus aux hantises de l'avenir, servitude mentale qui fait les servitudes politiques. Nul ne doit plus redouter. Si le travail social ne peut être que divisé, il est impensable que quiconque ait à craindre pour accéder à tout le nécessaire. La société sortie de la préhistoire vise, par l'organisation collective et à toutes les échelles, la plus grande stabilisation possible des conditions d'existence matérielle des individus. Nul ne doit dépendre, pour sa vie, d'un intermédiaire versatile, souverain et tyran, que ce soit sous la forme de l'employeur ou celle du marché. Aussi revient-il à la société entière de garantir inconditionnellement à chacun l'accès aux moyens socialement déterminés de la tranquillité matérielle. Si l'on veut tenir ce nécessaire pour un minimum, le maximum devra être rigoureusement borné. La propriété privée n'aura plus de jouissance que d'usage. Son exploitation, à des fins de mise en valeur, appartient à la préhistoire. Elle y restera définitivement. Le désastre nous aura appris que la hiérarchie préhistorique des importants marchait sur la tête. Les réputés premiers étaient des boulets, inutiles au mieux, nuisibles le plus souvent. La société ne tenait en fait que par ceux qu'elle considérait comme ses subalternes. La division du travail, refaite en vue de l'élimination des boulets, la société identifiera clairement ceux à qui elle doit le plus et les traitera en conséquence. 4.
Les titres de la santé et de l'existence matérielle ne sont que les prérequis à la fin véritable de la vie commune, le développement des puissances créatrices de tous. L'accès élargi et permanent au plus grand nombre de savoirs possibles pour le plus grand nombre d'individus possible entre d'évidence dans la société du développement humain. Quiconque cultive son esprit tend ipso facto à cultiver celui des autres. Il est par là utile à la société et encouragé par elle. Si l'on donne à cet accès le nom général d'éducation, toutes les formes en seront développées au titre de priorité de la vie sociale, scolaire, populaire, associative, autonome, etc. Tous les domaines aussi. Les médias, instruments de servitude, de conformisme et d'abêtissement de la société antérieure, recevront une attention particulière. Ils seront strictement tenus à la mission inscrite dans leur nom même, donner à chacun à connaître de la vie de tous les autres, et de la collectivité, et des autres collectivités. Recevront au surplus celle de rendre compte de toutes les idées et de toutes les créations, hors de la subordination à quelque pouvoir constitué. Les éducations, les médias, les lieux de création sont les institutions du développement humain. La préhistoire matérielle avait situé le sens de la vie dans le niveau de la jouissance monétaire. L'histoire humaine le met dans les possibilités de la libre production des mains et de l'esprit. Elle remplace l'argent par l'œuvre, en donnant la plus grande extension possible au mot, donc sans qu'il entraîne quelque condition ni d'abstraction ni de postérité, sans qu'il l'exclue non plus. La société humaine se jugera elle-même à ses œuvres. Coda. Des principes n'ont pas d'autre force que celle de l'encre sur du papier. Pour qu'ils deviennent lettres vives, il faut, avait dit un éclaireur, qu'ils s'emparent du grand nombre. Il faut admettre qu'il est de la nature des déclarations de principe de rester muettes quant aux conditions de réalisation des principes. Elles omettent beaucoup de choses et ne disent rien non plus des détails. C'est une autre faiblesse, mais celle-là est aussi une force. D'abord, parce qu'elle est une invitation à la contribution de tous, de chacun selon ses savoirs à la collectivité, selon son désir politique. Ensuite, parce que sans doute le cheminement se fabrique en cheminant. Cependant, vouloir aller ailleurs, si c'est aujourd'hui une nécessité de sauvegarde, ne suffit pas en soi. On ne va nulle part sans s'être fait avant une idée de la destination.